Monsieur Télé. Salut, tu vas bien? C'était bien. Hein. C'était bien? C'était France 2 Nation. Alors avant de parler des Watchmen, je vais faire un peu introduire mon travail, mais plus général. Donc déjà, je suis sortie de l'école des Beaux-Arts de Paris en 2004. Et à cette époque, mon travail était assez documentaire, enfin, il pouvait même s'apparenter à un travail presque de reportage journalistique. C'est-à-dire que je m'intéressais à des événements plutôt mineurs, politiques, et j'essayais de rechercher tous les éléments documentaires qui permettaient de l'appréhender dans tous ses sens. Donc voilà une de mes premières pièces qui j'étais encore à l'école en 2005, en fait j'ai terminé en 2005. Donc j'étais avec Jean-Marc Bustamante qui a exposé cette pièce au printemps septembre, et c'était autour des objets volés du musée archéologique de Bagdad. Voilà, donc mon travail a été de retrouver toutes les archives des images qui existaient, parce que du temps de Saddam Hussein, beaucoup de choses ont disparu, et finalement il y avait assez peu d'archives, mais grâce au FBI, mais c'est un peu incroyable comme histoire, mais le FBI qui à ce moment-là était très intéressé par toutes les démarches qui pouvaient aider à la reconstruction de ce musée, donc il avait été totalement pillé en 2004 lors de la guerre. Pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, mais ça avait été quand même un drame archéologique et artistique. Et du coup, le FBI et le directeur du musée de Bagdad m'avaient permis d'accéder à toutes les archives que j'avais numérisées. Et donc du coup, l'installation, c'était donc il y avait 2147 objets à l'époque mésopotamiens répertoriés. Et donc tout le temps du printemps de septembre, ces objets étaient imprimés recto l'image et verso les informations. Donc voilà par exemple un seau cylindrique. Donc ces seaux à l'époque ils servaient à compter les chameaux. Il y avait beaucoup d'informations dans ces seaux cylindriques. Voilà un exemple de sculpture. Et donc du coup, au bout j'avais calculé 3793 minutes, tous les objets avaient été imprimés, et donc ils étaient sur le sol comme des feuilles mortes, voilà, comme ça, et l'installation s'arrêtait. Après, une deuxième pièce, qui s'appelle Les Day at the Mountain, c'était autour de l'Asie centrale, qui en fait ancienne République soviétique, et quand en 91 ils ont eu leur indépendance, là, dans un peu c'est la même chose, l'Union soviétique a choisi d'imposer un président, voilà, dans chacun des pays d'Asie centrale, qui en réalité sont avérés être des dictateurs terribles. Il y en a toujours d'ailleurs au pouvoir. Et donc là, cette première installation, c'était autour d'un événement, c'est une prise d'otage qui a eu lieu en 2000 de jeunes américains alpinistes par les membres du MIO, donc c'est le mouvement islamique ouzbek, qui à l'époque était le mouvement contestataire face à un dictateur qui s'appelle Karimov. Et donc du coup, pour se faire entendre, il procédait à des enlèvements de jeunes américains, voilà, pendant quelques jours qu'il relâchait pour se faire parler internationalement. Et en fait, ces jeunes alpinistes, ils ont été libérés par des soldats kirghizes à l'époque, mais en rentrant aux États-Unis, ils ont fait croire qu'en réalité c'était battu contre les preneurs d'otages, et donc ils ont été érigés en héros de guerre, ce qui était totalement faux. Et voilà, et un film a été créé, a été monté, un film hollywoodien à partir de leur histoire, ils ont écrit un livre, tout ça sur des faits totalement faux. Et en fait, il a été retrouvé sur l'un des corps des preneurs d'otages une vidéo, et il filmait donc la prise d'otage, et il s'avérait que c'était que des jeunes de 14 à 16 ans, voilà, qui étaient totalement inexpérimentés et qui aidaient le mouvement. Alors, suite à cette histoire, ce mouvement a été décrété groupe terroriste de la part du gouvernement Bush, qui en a profité pour
les montrer du doigt, et d'une certaine manière, c'est vrai que c'était un mouvement islamiste avec certaines dérives religieuses, mais bon, il faut savoir qu'aussi dans cette région, les dictatures étaient terribles, et du coup, leur rôle est beaucoup plus ambigu que ce qui a été montré. Donc du coup, moi, dans mon installation, voilà, il y avait une carte qui montre un peu toute l'Asie centrale, mais là, vous ne la voyez pas trop. Voilà, qui explique au Kirghizistan, il y a eu à cette époque-là une révolution qui s'appelle la révolution des tulipes, un peu dans le même exemple des révolutions arabes que vous pouvez connaître aujourd'hui. En Ouzbékistan, qui est une autre république d'Asie centrale, il y avait des très violentes manifestations réprimées il y a eu à ce moment-là de nombreux morts, donc du coup j'explique tout, et la prise d'otages. Et dans mon installation, il y avait voilà, les photos de la révolution des tulipes. Et dans mon installation, il y a voilà, les deux jeunes alpinistes qui témoignent de leur histoire, voilà, en racontant leur périple hollywoodien. Et il y avait un film qui était montré, qui était justement le film que j'ai retrouvé des preneurs d'otages. Voilà. Donc le principe de cette installation, c'est de montrer vraiment à chaque fois plusieurs points de vue pour montrer que la réalité est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'était en 2006, cette installation. Tout de suite après, j'en ai fait une autre, la nouvelle Ashgabat, qui en fait, c'est au Turkménistan. En 1948, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit totalement la capitale. Et cette capitale, après ça, est devenue petit à petit une ville Potemkin. C'est-à-dire que le dictateur en place, c'est le Turkmenbashi, qui se fait appeler comme ça, en fait c'est le père des Turkmènes, a lancé des énormes contrats internationaux pour reconstruire toute la ville, qui est devenue une sorte de parc à thème avec 1000 statues à l'effigie du dictateur, voilà, par exemple. Donc une homme morte qui tourne toujours pour être face au soleil, des palais voilà, à son effigie, et juste quelques hôtels de luxe. Voilà, je vous montre les dessins qui ont été faits, qui représentent la ville. Et la France, en fait, Bouygues Construction, pour gagner le contrat en France, parce que c'est eux qui ont construit la plupart des bâtiments, ils ont créé une fausse émission animée par Jean-Claude Narcy, donc, qui était censée passer sur TF1. Ils ont fait venir le dictateur. Et j'ai des photos, voilà. Voilà. Et donc, donc ils ont fait venir cet homme qui n'était jamais sorti de chez lui. Ils ont fait cette fausse émission avec un faux programme et ainsi de suite, voilà, qui était en l'honneur de sa politique absolument extraordinaire. Et le dictateur s'en est servi après, il l'a fait passer en boucle dans les télés au Turkménistan pour montrer à quel point le monde l'acclamait. Et donc du coup ça a aidé à signer aussi, du coup la télé française TF1 a fait développer, disons, les infrastructures télévisuelles au Turkménistan, et ainsi de suite. Et l'une des autres contraintes était de traduire le livre Rounama, donc je vous montre le livre, voilà, le Rounama, qui est l'œuvre du dictateur, le fameux Turkmenbashi, et qui est une espèce d'histoire rocambolesque qui réinvente l'histoire du Turkménistan, voilà, toute la grande épopée du Turkménistan, et qui est le seul livre accessible au Turkménistan dans les librairies, bibliothèques et ainsi de suite. Tous les livres, toute information a été détruite, et donc du coup des générations ne connaissent le monde qu'à travers le prisme de ce Rounama. Donc, une sculpture dans la ville, elle a été faite pour ce Rounama. Et donc du coup, ce livre a été traduit dans toutes les langues du monde, et parce qu'à chaque fois qu'un pays, donc moi, pour mon installation, je l'ai retrouvé en allemand, en anglais, il a été traduit en turc, en italien, et ainsi de suite, parce que toutes les entreprises donc, ça fait un écho insupportable, je pense qu'on entend très bien sans amplification.
Donc, toutes les entreprises qui ont travaillé sur le territoire turkmène ont dû traduire ce livre, voilà, et ils étaient censés faire d'ailleurs, moi je préfère, c'est ça que j'avais dit, faire la promotion dans leur pays, voilà, le Turkmenbashi, cet homme fantastique qui invente le monde, voilà, réfléchit la culture, et ainsi de suite. Il faut quand même voir que tout un pays, quand même, des générations n'ont connu du monde que ça. Enfin, c'est incroyable. Tout l'art, la littérature, tout a disparu en fait. Ils étaient au courant de rien. C'était anciennement des peuples nomades en fait qui ont été sédentarisés de force avec l'arrivée de l'URSS. Donc du coup, à la base, ils n'étaient absolument pas dans une logique comme la nôtre. Donc du coup, ils sont arrivés comme ça, on les a forcés à s'installer, on leur a construit des bidonvilles. Et voilà, le seul livre, la seule culture auquel ils avaient accès, c'était ce livre. Et d'ailleurs, toujours, quand il est décédé, il a été remplacé par ce qui est le portrait craché, enfin c'est vraiment le revenant, et c'est terrible. Et en Asie centrale, ces dictatures, elles sévissent encore, elles sont encore très présentes, et on n'en parle jamais en fait dans les médias, mais c'est quand même vraiment terrible. Voilà. Et après ça, et ce film aussi, je l'avais montré à la Force de l'Art, et du coup il y avait la femme de Jean-Claude Narcy qui est venue, qu'on m'a présenté, qui a vu cette installation, et qui m'a menacée de mille... voilà, qu'il allait m'attaquer et ainsi de suite, mais c'est quand même terrible. Il faut comprendre que quand même tous les plus grands entrepreneurs français voilà, se sont associés à cet homme, une cruauté qui a assassiné moult personnes de son peuple. Juste pour des questions de business. Et cette émission, je pourrais vous la montrer si vous voulez après, elle est totalement surréaliste. Vraiment, elle est évidemment jamais passée sur les chaînes télé françaises, mais bon, ils ont quand même inventé un format pour cette fausse émission, vous voyez, enfin, un sommaire, enfin, ainsi de suite. Enfin voilà. Comment vous avez récupéré vraiment, j'ai un travail d'enquête. C'est vrai que ces pièces-là, à l'époque, je mettais beaucoup de temps à les réaliser parce que c'était finalement sur Internet, en contactant des gens. J'ai essayé d'aller au Turkménistan, mais on m'a interdit l'entrée parce que c'est une dictature, on peut y aller en tant que touriste, mais c'est assez compliqué comme en Corée du Nord. Donc voilà, donc toutes ces enquêtes, je les ai faites sans aller sur le terrain, mais en cherchant sur Internet. Et en contactant des journalistes. Là, ce film, je l'ai récupéré via quelqu'un qui avait travaillé chez TF1 et qui a accepté de me le faire passer. Voilà. Et voilà. Et en fait, en faisant cette exposition, en montrant cette installation à la Force de l'Art, beaucoup de personnes m'ont demandé si c'était vrai, ils avaient l'impression que j'inventais, que c'était de la fiction. Ça devenait problématique parce que moi, j'étais pas là toujours pour expliquer ma pièce. Les gens regardaient ça et ils voyaient ça un peu comme une espèce d'énorme fiction que j'étais en train de construire. Et donc du coup, suite à ça, je me suis dit que j'avais envie peut-être de partir plus vers la théorie et d'essayer de réfléchir comment on pouvait représenter tous ces espaces politiques, voilà, d'une manière peut-être plus théorique, mais en tout cas, essayer de réfléchir à cette question de représentation, comment on montre les choses aujourd'hui, l'actualité, voilà, les documents, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et du coup, j'ai à ce moment-là rencontré Bruno Latour, qui est le philosophe des sciences, un sociologue, il fait beaucoup de choses, qui travaillait à Sciences Po et qui était en train de monter un projet d'école entre art et politique. Et donc du coup, je lui ai dit toute mon admiration pour son travail, d'organiser des expositions, notamment à Karlsruhe, McKinsey Public, qui réfléchissait justement à ça, comment montrer les choses. Et il m'a invité en résidence pendant 1 an et demi, 2 ans, à travailler avec des chercheurs sur place à Sciences Po, mais aussi tout son carnet d'adresses, toutes les universités francophones, pour essayer de réfléchir à la question de la représentation du territoire, comment représenter. Et pendant 2 ans, j'ai fait de la recherche, voilà. Et tellement poussé, j'ai rencontré des gens passionnants, mais ça devenait tellement abstrait que j'arrivais plus à représenter tout ça, ça devenait juste des petits schémas, c'était vraiment absolument pas plastique, et je m'éloignais de plus en plus de mon travail artistique. Et c'est à ce moment-là que les Watchmen sont intervenus, en lisant les Watchmen d'Alan Moore, qui a peut-être pour resituer, alors, je crois que voilà, c'est eux. Alors, cette BD a été... elle a été écrite par Alan Moore en 84.
Excusez-moi. Alors voilà, alors en septembre 86, donc ça a été sorti en 6 tomes, donc c'est le principe du comic book, hein, je ne sais pas si vous en avez lu ou si vous en lisez toujours. Donc entre septembre 86 et octobre 87, donc Alan Moore l'a écrit, le dessinateur c'est Dave Gibbons et le coloriste c'est John Higgins. Et voilà, et le principe donc de ce comics, chaque tome était consacré à un héros, un super-héros, voilà, qu'il décrivait à chaque fois dans des actions. Donc les Watchmen, c'est juste un homme, un super-héros, le Doc Manhattan. Dans les années 80, c'est la montée de la frayeur de la matière atomique, de la bombe atomique. Et à ce moment-là, donc cet homme qui était un chercheur, qui a été foudroyé par la matière atomique, petit à petit s'est reconstruit, ça met des mois en fait, il se reconstruit et il devient cette espèce d'homme bleu, voilà, qui a absolument tous les pouvoirs. Il est capable de se reproduire à volonté, de se transformer en tout, de se démultiplier. C'est l'homme le plus puissant du monde, il est indestructible, il est d'une intelligence, enfin l'intelligence la plus folle, l'intelligence atomique. Comme il est désabusé par la nature humaine, il est parti, il s'est construit une espèce de vaisseau sur Mars, et donc il vit sur Terre, mais souvent il va se recueillir sur Mars, comme ça, quand il ne supporte plus l'humanité qui le désespère totalement, tellement lui il est fantastique et au-dessus de toutes les préoccupations d'égoïsme et ainsi de suite. Et autour de lui, il y a toute une équipe, voilà, qui sont en fait des faux super-héros parce qu'ils n'ont pas de super-pouvoir. Donc on appelle ça des vigilantes. Ils ont décidé qu'ils allaient devenir des justiciers et chacun défendre une cause qui leur est propre, mais qui est une cause, voilà, quoi qu'il arrive, sauver l'humanité. Et ce qui est intéressant dans le scénario d'Alan Moore, c'est qu'ils sont tous décatis, ils sont paumés. Il y en a un qui est facho, enfin, c'est vraiment des anti-héros par excellence, ils sont alcooliques, ils sont mal dans leur peau, et à New York, voilà, l'histoire se passe dans les années en 84 à New York, les gens les détestent, voilà, parce que pour eux ils ont peur d'eux, et ils incarnent des choses horribles. Et moi j'ai décidé donc de m'intéresser aux Watchmen parce que Alan Moore il a fait une critique des années 80, une critique politique à travers la vie de ces super-héros. Donc à ce moment-là je me suis dit mais ça serait super de poursuivre l'histoire des Watchmen, donc c'est-à-dire de réfléchir un monde, des espaces politiques, culturels, sportifs, économiques, multiples qui m'intéressent, mais en intégrant la vie de ces super-héros. Donc je réfléchis le monde en partant du principe qu'il existe des super-héros et que du coup ça change un petit peu l'histoire que nous connaissons. Donc c'est le principe de l'Uchronie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un genre littéraire de science-fiction où on analyse un événement politique en imaginant, voilà, par exemple, un très connu c'est Norman Spinrad, qui est un écrivain américain, qui a imaginé ce que serait le monde si Hitler n'était pas mort. Voilà, c'est un exercice de style en réalité qu'Alan Moore a poursuivi voilà, par le biais des Watchmen. Et moi j'ai décidé de poursuivre ça. Donc pour vous montrer à quel point ils sont extrêmement connus. Hop, les Simpsons en ont fait, voilà, ils ont repris chacun des personnages. Voilà, Simpson, fan des Watchmen, qui est quand même la BD la plus culte de la Terre. C'est absolument génial, je vous conseille de la lire. Voilà, après, bon, le dessin est un peu moche, mais c'était pour montrer Woody Allen comme ça, désabusé en Doc Manhattan. Et donc, du coup, pour ce projet, j'ai été invitée dans un module du Palais de Tokyo, et j'ai décidé que j'allais en présenter un peu les ruines, comme si cette dynastie des Watchmen avait vraiment existé dans un monde parallèle au nôtre, qu'aujourd'hui il avait disparu et que j'en montrais les ruines, tout ce qu'il en reste en fait. Donc c'était un peu comme un musée de l'homme des années 30 comme ça, qui montre un peu les restes de cette dynastie. Et du coup, je suis partie d'un New York Times parce que je me suis dit que pour parler de tout ça, c'était quand même un bel objet, un New York Times qui parle, ça me permettait de parler de politique, de sport, de culture, enfin d'absolument tous les domaines, en développant un peu une sorte de genèse qui allait être la matière première de mon travail autour des Watchmen. Et du coup là j'ai invité beaucoup d'écrivains de science-fiction et autres
journalistes sportifs, économie, critiques d'art, enfin vraiment beaucoup de gens comme ça qui m'ont aidé et qui ont chacun écrit une rubrique du journal, ou plusieurs rubriques. Donc vraiment tous les domaines d'un New York Times sont traités, hein, vraiment le sport, la culture, l'économie, la politique, l'architecture, la cuisine. Il y a des fausses publicités. J'ai demandé aussi à des photographes de mode d'imaginer par exemple, je montrerai après, mais voilà, et donc du coup ils ont tous imaginé des éléments plutôt qui se sont passés disons dans les années 80 à New York, mais aussi en Europe, en France et ainsi de suite, en partant du principe que ces super-héros existaient vraiment. Voilà. Donc du coup, ça change un petit peu l'histoire qu'on connaît et ça rend l'histoire aussi plus drôle parce que du coup, ces super-héros, il leur arrive des choses folles. Et forcément, quand il y a un super-héros, ça change aussi la donne parce que du coup, dans l'histoire des Watchmen, c'est une uchronie. Donc Nixon est toujours au pouvoir dans les années 80 parce qu'il a réussi à étouffer le scandale de Watergate grâce au Doc Manhattan. Donc l'homme bleu. Voilà. Les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam parce que grâce à lui, ils étaient tellement en surpouvoir qu'ils ont gagné la guerre. Enfin, vous imaginez plein d'éléments comme ça qui font que dans les années 80, on n'est plus du tout dans la même histoire que nous connaissons vraiment en fait. C'est des petits éléments politiques qui changent. Et donc voilà, j'ai demandé à tous ces écrivains, journalistes et ainsi de suite de m'aider à poursuivre cette histoire pour que moi, après, je m'en serve à chaque fois dans chacune de mes installations comme une sorte de série en fait, c'est-à-dire une série télévisée où à chaque fois ça aborderait un peu un pan de l'histoire qui était en train de se construire. Donc voilà, là j'ai mis, là c'est un peu coupé, mais tous les participants, peut-être en art, si vous voulez plus du champ de l'art, il y a Julien Fonsac, Gilles Gasparina, c'est des critiques d'art en fait, Florence Ostende, vous voyez, des écrivains et ainsi de suite, et aussi surtout ce qui est absolument super parce que j'étais fan de ce que cet écrivain écrit, il y a le traducteur de Thomas Pynchon qui a accepté de lui demander, alors je vais vous te resituer, Thomas Pynchon, c'est lui. En fait, c'est un écrivain américain qui refuse depuis les années 50 de montrer son visage. Et donc c'est vraiment une brute, c'est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle américain. Mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Et les Simpsons, ils lui ont fait d'ailleurs un personnage avec un journal sur la tête. Et donc du coup, il n'y a aucun article, rien de presse, rien sur lui. Il y a juste ses œuvres qui sont des pavés de 600 pages extrêmement complexes à lire, très littéraires comme ça, abstraits, mais magnifiques. Et donc du coup, Alan Moore est fan de Thomas Pynchon et il lui a fait un hommage dans V pour Vendetta en reprenant l'un des titres de ses livres, un titre de ses livres, voilà, V qui est sa nouvelle la plus connue. Et qui est, voilà, V pour Vendetta dans le titre, mais qui est donc une autre œuvre d'Alan Moore, mais aussi on voit du coup le personnage principal en train de lire le livre de Thomas Pynchon. Et donc du coup, le traducteur français m'a dit, écoute, je suis en lien par mail avec lui, je peux toujours lui demander de faire sa vraie fausse interview, donc une interview uchronique, parce qu'apparemment, il acceptait de faire quelques projets un peu underground comme ça. Et il a accepté. Donc incroyable, je vous montre. Du coup, voilà. Donc là, c'est Yann Legendre qui a fait l'illustration. Et donc du coup, il a écrit avec le traducteur qui posait des questions une fausse... voilà, c'est un peu une anecdote, mais c'est vrai que quand on est fan d'un auteur, en plus qui se fait totalement absent, on ne sait pas à quoi il ressemble, personne n'arrive à le choper, c'est quand même un peu dingue qu'il ait accepté de participer à ce projet. Et voilà, alors j'ai montré d'autres exemples. Peut-être, voilà, par exemple, un écrivain, Mathieu Larnaudy, qui a imaginé une fiction avec Andy Warhol. Ça, c'est des vraies photos d'Andy Warhol, qui, voilà, c'est de se transformer en super-héros et essayer de rentrer dans la peau des Watchmen. Ça, c'est une fausse publicité faite par deux photographes de mode qui shootent pour Yves Saint Laurent et qui, du coup, ont imaginé une espèce de foulard à l'effigie de Rorschach, qui est un des personnages, qui est le personnage presque le plus attachant, qui est vraiment l'anti-héros par excellence, totalement cabossé, vraiment,
totalement réac, qui passe sa vie tout au long de la BD à vomir sur le monde, qui voilà, voit de la pornographie partout, mais il est d'une humanité folle, et c'est ça qui est très beau dans la BD des Watchmen, c'est que chaque personnage a les défauts de ses qualités. Enfin, ils sont extrêmement humains. Alors, un autre exemple, un écrivain de science-fiction, Jacques Barbery, a imaginé que les soviétiques essayaient de fabriquer leur propre Doc Manhattan rouge. Et donc du coup, il décrit sous forme d'une interview que voilà, ce scientifique, qui était un peu à la base des expériences soviétiques, qui explique un peu comment ça se passait, mais à la méthode soviétique. Donc c'est extrêmement trash, des machines, voilà, il y avait des volontaires, des machines qui foudroyaient des volontaires, et petit à petit, ils se reconstituaient sous forme de steak haché. Enfin, c'est vraiment comme ça des descriptions très drôles. Voilà, j'ai mis un peu un petit exemple, c'était pas facile à lire. Voilà, un visage de viande digne de Francis Bacon. Et donc il décrit comment les soviétiques ont fabriqué leur propre Doc Manhattan, donc surhomme, pour essayer de contrer la surpuissance américaine. Voilà, leur super-héros. Et suite à cet article, j'ai demandé à un scientifique spécialisé en matière atomique. Alors, il est là, mais il ne veut pas apparaître. Je ne sais pas pourquoi. Spécialisé en matière atomique, qui était, enfin on l'avait choisi pour les prix Nobel, mais finalement il n'a pas eu, mais pour vous montrer quand même le big buzz que c'était dans la recherche atomique, de me dessiner un schéma montrant que c'est réellement possible, en étant foudroyé par la matière atomique, de se transformer en super-héros. Donc bon, personne ici n'essaiera et personne n'a jamais essayé, mais il a vraiment fait un schéma qui qui prouve que c'est tout à fait possible, que le Doc Manhattan d'Alan Moore, que c'est tout à fait possible qu'il se fasse, mais effectivement il faudrait des volontaires avec le risque d'être foudroyé et de jamais réapparaître. Mais voilà, mais bon, malheureusement le schéma n'attendait pas. Là je faisais des fausses couvertures avec, voilà, lui c'est le... vous voyez un peu, voilà, c'est Rorschach, l'un des personnages, et là j'ai repris une peinture de Caravage, on a dit que c'était un autoportrait, voilà, donc c'est Rorschach qui tient à la main le portrait de Caravage, parce que Rorschach, tout au long de la BD, il est en sursis, on veut enfin, il a sa tête est mise à mort, on le recherche parce qu'il est allé beaucoup trop loin dans ses démarches pour protéger les New-Yorkais. Et voilà, son personnage me faisait penser, voilà, à ce tableau-là, c'est tout le Caravage. Voilà, des fausses couvertures. Donc là, c'est le vaisseau du Doc Manhattan, je vais vous montrer. Il y a un architecte qui a écrit un article où il imaginait qu'il a été reconstruit dans la ville de New York pour une biennale de New York. Voilà, vous pouvez voir. Qu'est-ce que je peux dire sinon ? Voilà, après moi j'ai fabriqué beaucoup de fausses presses pour documenter. Alors voilà, là c'est une revue des années 80 qui s'appelle L'Assommoir, qui était une revue d'extrême gauche radicale, donc, et qui avait fait tout un numéro sur la peur de l'apocalypse, l'arrivée du nucléaire, toutes les transformations robotiques. Et donc du coup j'ai décidé de me servir de ce magazine et de le détourner, voilà, en le faisant rentrer dans l'Uchronie. Donc j'ai imaginé, voilà, une guerre où des enfants seraient transformés en robots, voilà. Bon, c'est pas forcément... Les Watchmen, c'est souvent très noir, très dark, c'est une manière de parler d'événements politiques qui peuvent être aussi très lourds, et les super-héros permettent de parler de choses graves de manière beaucoup plus légère. Voilà, là, ce qui resterait de Rorschach, donc toujours ce même super-héros, son crâne qu'on aurait retrouvé avec des restes comme ça, ses yeux en orbite et des restes de peau.
parce qu'à la fin de la BD, mais bon, si vous ne l'avez pas lu, je ne sais pas si vous avez envie que je vous le dise, mais bon, je vous le dis, en fait, le Doc Manhattan décide de le foudroyer parce qu'il est au courant en fait, d'un complot qui a été mis en place et il décide de l'assassiner parce que la vérité ferait plus de mal à l'humanité en fait que... donc il faut mieux la mentir. Voilà, donc ça, je vous en dis, ça reste très flou comme ça pour vous donner envie de la lire. Mais voilà, sinon, lui c'est... voilà, j'ai refait le portrait du Doc Manhattan. Voilà. Là, c'est un atome. Voilà, vous pouvez voir à la loupe pour imaginer la reconstruction du corps du Doc Manhattan. Voilà, c'était une des étapes avant qu'il se construise et qu'il devienne cet homme bleu. Alors, dans mon exposition au Palais de Tokyo, j'ai aussi présenté un œuf comme ça de l'oiseau éléphant, qui était un oiseau qui a disparu au XVIIe siècle, qui était le plus grand oiseau du monde, qui en réalité s'apparente au dinosaure. Et donc du coup, je me suis fait prêter un œuf de cet oiseau. Et en parallèle, j'avais fait une fausse publicité qui proposait, donc en imaginant que dans ce monde parallèle, des scientifiques auraient réussi, grâce au clonage, à refaire exister cet oiseau-éléphant, qui était un oiseau extrêmement sympathique et herbivore. Et donc, dans ce petit clip, cette pub, il le propose comme animal de compagnie. Donc, bon, là, vous ne voyez pas assez d'image, mais on entend la voix d'une jeune demoiselle qui dit à quel point cet animal, voilà, est rentré dans la famille. Il s'appelle, hop, voilà, c'est Jenna. Elle est trop sympa. Voilà, elle raconte les balades qu'ils peuvent faire ensemble. Voilà, ainsi de suite. Alors ça, c'est censé être le portrait d'un ancien dictateur d'Asie centrale. Là, je suis un peu repartie vers mes premières pièces, qui en fait aurait été un ancien super-héros déchu. Et donc du coup, là, c'est la sculpture, la tête en fait de cette sculpture qui était anciennement dans la capitale, qu'on aurait récupérée et présentée dans le musée. Voilà, un tas d'autres masques. À chaque fois, il y avait une légende uchronique qui expliquait la provenance qui était donc dans l'exposition au Palais de Tokyo, une fausse provenance, donc un des premiers super-héros voilà, du Moyen-Âge, lui. Alors attendez, parce que j'ai mis, mais compliqué comme j'ai deux ordinateurs. Alors, et là, voilà, et le masque en fait qui est un masque de 14-18, un vrai masque de la guerre 14-18. En fait, ça devenait une espèce de représentation populaire d'un masque de fer. Enfin voilà, j'avais fait tout un tas d'éléments comme ça pour essayer de fabriquer un peu aussi, et d'une manière aussi totalement archéologique et historique, ce monde parallèle qui aurait existé. Alors, dans l'exposition, il y avait également une carte que vous voyez là, très bien, voilà, qui en fait retrace tous les déplacements des personnages des Watchmen. Donc tout au long de la BD, tous ces personnages, ils sont alors à un point A, ils vont pour sauver une grand-mère qui s'est fait voler son sac. À un autre point, il y a une relation, une histoire amoureuse. À un autre point, il y a une manifestation contre eux, donc, et ainsi de suite. J'ai essayé de retracer la cartographie de toutes les aventures des super-héros des Watchmen. Et ça prend la forme voilà, de cette carte avec tous les déplacements. Donc, en essayant de reprendre, voilà, c'est un peu flou, les codes des déplacements. Alors, par exemple, le Doc Manhattan, lui, il se déplace, il fait oups, et il est d'un point à l'autre. Voilà, il peut être d'un quartier A de Manhattan à un autre quartier juste en claquant des doigts. Il y en a d'autres qui se sont construits une espèce de vaisseau spatial et donc du coup qui se déplace au-dessus de New York et ainsi de suite. Chacun a un moyen de transport que j'ai essayé de représenter. Voilà, et cette carte qui reste quand même assez abstraite était là dans l'exposition pour montrer un peu l'énergie qu'il y avait dans la BD des Watchmen. J'ai demandé aussi à
un compositeur de faire une sorte de bande sonore, comme une bande sonore d'un film, en reprenant les thèmes. Donc il y a le thème du vigilante, le thème de l'amour, le thème de la stratosphère, et ainsi de suite, comme il y aurait dans n'importe quel film hollywoodien. Donc chaque scène a sa musique. Voilà. Alors ça, c'est une autre installation. Faite avec deux écrivains, toujours Jacques Barbery et Yves Ramonet, et qui m'ont aidé donc à poursuivre cette histoire des Watchmen en partant, cette fois-ci on est parti en arrière dans les années 50, et on a raconté l'histoire d'Emmett Till, qui en fait, je suis partie d'une vraie histoire, qui est un jeune afro-américain qui a été assassiné dans le Mississippi dans des circonstances atroces, juste parce qu'il avait fait un pari avec ses copains en disant moi, l'épicière, vous allez voir, je vais lui faire un bisou. Et elle était blanche. Et donc du coup, le mari n'a pas supporté, il a appelé les membres du Ku Klux Klan et ils l'ont attrapé et ils l'ont torturé. Voilà. Et cette histoire a été, en fait, a eu un effet boule de neige aux États-Unis. Et Martin Luther King s'est servi de cette histoire pour défendre la cause et a donc, en quelque sorte fait avancer beaucoup la cause des Afro-Américains à cette époque. Et donc du coup, on a décidé de partir de l'histoire d'Emmett Till, mais de le faire ressusciter et de lui imaginer une histoire où il, grâce à une histoire amoureuse avec une jeune demoiselle, alors voilà, c'est elle, Lily Baker, que leur histoire d'amour, tous les deux, en fait, se transformaient en super-héros qui rejoindraient plus tard les Watchmen grâce à un savant fou qui retransformerait Emmett Till en une espèce d'homme crocodile. Voilà, lui, un monstre crocodile, et elle se transformerait en une espèce de vamp, voilà, avec des plumes et ainsi de suite, et qui du coup il ferait justice dans le village, mais également après pour défendre la cause des Noirs américains. Donc voilà, donc on a construit toute une histoire avec des fétiches qui interviennent dans l'histoire. Donc tout ça a été présenté sous forme d'un livre qui a été édité dans une revue qui s'appelle Le Kiosque, je ne sais pas si vous voyez. C'est une jeune artiste qui invite deux artistes à communiquer ensemble. Et donc du coup, moi j'avais invité ces deux écrivains et moi j'illustrais, eux ils écrivaient et ensemble on a construit cette histoire autour d'Emmett Till. Donc voilà, sous une forme papier. Donc là ça ne marche plus. Ça se présentait comme un livre-objet, voilà, avec un disque en dessous, un autre disque en fait, avec une autre chanson réalisée par Jacques Barbery, qui est écrivain science-fiction, mais également membre d'un groupe qui s'appelle Palo Alto, qui fait une sorte de jazz expérimental. Et donc du coup, le disque, il a imaginé ce que pouvait être le son de ce corps qui est foudroyé par la matière atomique. Donc il a fait toute une musique qui est assez expérimentale, mais qui est quand même très jazz. Voilà, il y avait donc un livret qui racontait l'histoire avec des dessins et le fameux schéma en fait que j'ai essayé de vous montrer, mais bon, ça n'a pas marché, qui montre que c'est possible en étant foudroyé par la matière atomique, de devenir un super-héros. Donc dans l'installation, voilà, donc vous pouvez voir les deux portraits des deux protagonistes. En dessous, les armes, les couteaux et la tenue d'Emmett Till. Et des personnages comme ça, des fétiches qui sont intervenus dans l'histoire. Et dont, par exemple, il y a un alligator à poil, voilà, qui a des super pouvoirs. Il y a ce petit fétiche comme ça qu'on voit. Hop, voilà. Qui est là comme une espèce de totem bizarre qui veille sur le couple et ainsi de suite. Voilà, un autre personnage magique. Lily Baker, voilà sa photo, vous pouvez voir à quel point elle est jolie.
Et les dessins, qui les a fait? C'est moi. Et là, toutes les sculptures, c'est moi qui les ai faites. Et voilà. Après, c'est vrai que dans mon travail, je fais participer beaucoup de gens. Mais en fait, quand je fais participer des gens, c'est par exemple dans mon New York Times, c'est parce que j'ai vraiment envie d'avoir un journal sportif et de l'amener à réfléchir selon ce qu'il connaît, ses connaissances. Voilà, qu'il apporte quelque chose à ce monde des Watchmen, mais qui soit réel, propre à sa pratique, ou alors des illustrateurs, parce qu'ils illustrent vraiment pour des journaux, ou ainsi de suite. Sinon, tout le reste, c'est moi qui fais. Voilà, en gros, je pense que j'ai fait... à mon avis, j'ai dû oublier 1000 trucs, parce que dans toutes mes pièces, à chaque fois, il y a une histoire associée à chacun des éléments. Ça, c'est un masque en paille qui est censé représenter le comédien qui est un des personnages de Watchmen, qui a été représenté par une tribu, qui aurait été représenté par une tribu. Voilà, il est représenté en paille. Comme j'ai pas oublié 1000 trucs, mais je pense que quand vous allez me poser des questions, tout vous reviendra. J'espère que j'ai été claire déjà sur la démarche. En fait, ce que je fais, du coup, au début c'était très journalistique et maintenant ça l'est toujours parce que chaque élément est vraiment fait écho au réel. Donc il y a toujours un gros travail de recherche, d'archives, je me documente vraiment. Mais après, j'essaie de le déplacer vers cette histoire des Watchmen, voilà, d'imaginer, et s'il y avait ce super-héros, s'il y avait ces super-pouvoirs, qu'est-ce que ça changerait et grâce à tous ces écrivains, les journalistes et ainsi de suite, aussi, l'histoire qu'on connaît, elle a été changée un peu, donc à chaque fois, je prends ces éléments en compte pour raconter voilà, un élément d'un espace politique qui m'intéresse et multiples en fait, parce que dedans, par exemple, dans le New York Times, on parle d'une exposition qui s'appelle Les Immatériaux, qui a été organisée par Lyotard à Beaubourg en 85, je crois, et voilà, qui est une expo qui, à l'époque, tous les penseurs de l'époque essaient de réfléchir à ce que ça va être le futur et l'arrivée des immatériaux et ainsi de suite, et donc du coup, par exemple, Florence Ostand, la critique d'art, elle s'est réappropriée cette exposition qui était parfaite pour les Watchmen en imaginant, oui, effectivement, il y a par exemple ce Doc Manhattan, donc tout ça, tout ce que décrivait cette exposition des immatériaux, et on est en plein dedans en fait, dans les années 80 des Watchmen, et donc du coup, voilà, donc ça fait un peu la critique de grandes expositions, d'événements sportifs, voilà, parce que forcément, s'il y a des super pouvoirs, les performances sportives sont plus les mêmes, et ainsi de suite. Voilà. L'idée, c'est de réfléchir à 1000 domaines différents, d'en faire la critique, mais sans être attaché au réel qui finalement, de mon expérience, s'avère être très très fictionnel en réalité, parce qu'on n'arrive jamais à en avoir la totalité, c'est à chaque fois très parcellaire. Et j'ai décidé carrément de partir de la fiction et de présenter les choses directement comme ça. On part d'une fiction, mais on analyse, et en analysant, on s'approche aussi du réel, on le critique et on en parle tout aussi bien. Voilà, c'est un peu ça la démarche et le moment où je fais la pratique artistique, qui est encore jeune. Mais voilà. Je ne sais pas si c'était assez long. Il n'y a pas de temps. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais demander en quoi le travail de Latour sur la sociologie, quand il parle de l'analyse de laboratoire, on tire une ficelle et plutôt qu'avoir une analyse il essaie de prendre des petits bouts et puis voir, tiens, dans ce laboratoire, les chaises sont blanches, donc ça influe peut-être sur le regard, tiens, c'est telle marque de l'ordinateur, et c'est une façon comme ça d'entrer par des bouts qui ne sont pas forcément... celui de la fourmi, il dit. Et je pense que, enfin, je vois dans ce travail cette façon d'aller comme ça par des sauts de puce qui n'ont pas forcément quelque chose à voir, mais qui en fait créer une réalité ou donne une vision. Ouais, peut-être ça la réalité. Exactement. Et après, mon autre question là, c'est
en quoi ce travail des je ne m'en peux plus, non américain, des Watchmen se rapproche de la mythologie grecque, et en quoi c'est une autre création de mythologie ou une autre mythologie, enfin une mythologie revisitée, ou enfin je sais pas comment dire. Ça se rapproche déjà parce que lui il s'en est beaucoup inspiré pour inventer ses personnages. Ouais. Et après, chaque personnage a sa propre mythologie, a sa propre histoire, et qui développe de manière très très profonde dans la BD. Et effectivement, tout ça repose sur un peu la mythologie, des légendes, mais qui de la même manière, voilà, un réel politique, même si l'époque n'est pas la même, ça part d'un même principe et d'une même construction que la mythologie grecque. Non, je n'ai pas répondu à votre question. Si. Et après, l'interrogation que j'ai après ça, c'est comment ce travail de documentaire, comment dire, est-ce que, au bout d'un moment, il n'y a pas une frustration de rester que dans le document? Enfin, je veux dire, quand on est un artiste comme ça, il y a une envie de création qui se fait dans la recherche. Est-ce que la recherche n'est que... Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez trouvé... Est-ce que pour vous, ça vous satisfait ce travail simplement de documentation, qui est une création, mais est-ce que pour vous, il y a une envie d'autre chose, ou c'est assez... Enfin, vous voyez, en fait, du coup, je ne suis plus dans un travail de documentation, là, parce que justement, la fiction des Watchmen me permet d'en sortir amplement. Donc, j'invente... c'est vrai que ma culture, finalement, elle est beaucoup plus littéraire et BD que plastique. Enfin, que l'art contemporain m'intéresse, évidemment. Mais mes sources, elles ne viennent pas de là. Donc, dans ce travail autour des Watchmen, c'est comme si j'écrivais. En fait, j'ai vraiment un travail de romancier où j'invente des histoires qui se construisent de manière documentaire, disons qu'elles s'appuient sur des faits documentaires, mais en réalité là-dedans il y a énormément de fiction, mais comme beaucoup de romans d'ailleurs, je pense, c'est pas du docu-fiction, mais c'est en partant d'un fait réel, d'inventer comme ça tout un tas de choses, et de personnages, et d'histoires voilà, qui surfent un peu dans des époques, des périodes, qui ont un lien parfois même très indirect avec un événement politique. Vous voyez, mais même par ce biais indirect, ça me permet d'en parler quand même, de parler du fait politique. Et là, pardon, vous utilisez entre guillemets l'imaginaire d'un amour. Vous avez utilisé le Watchmen, et d'ailleurs il est toujours vivant. Ouais. Et vous l'avez contacté? Non, j'y ai pensé, mais en fait il est assez spécial, et je sais qu'il a refusé en bloc tout ce qui a été fait autour de ses œuvres. Donc voilà, mais après j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion, voilà, j'espère qu'un jour ça se présentera et à ce moment-là je vous donnerai mon New York Times, mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, mais après effectivement je suis partie des Watchmen, enfin c'est mon point de départ, mais c'est un peu une manière de travailler que... après je m'en écarte de plus en plus, en réalité j'invente des personnages, des nouvelles histoires, même si dans l'exposition par exemple au Palais de Tokyo, c'est un peu ces personnages-là qui sont présentés, mais finalement c'est pas du tout les histoires que Alan Moore leur décrit que j'ai développées. Moi on a imaginé, voilà, et les écrivains et moi-même leurs propres histoires, voilà, en fonction de nous, ce qui nous intéressait, ce qu'on avait envie d'analyser. Et Charles Burns Ouais. On retrouve un peu ce... dans les dessins, les deux portraits, ouais, vachement. Ouais, c'est vrai, j'aime beaucoup Charles Burns. Moi, je voulais savoir si les pièces avaient tourné dans des milieux plutôt justement de la bande dessinée aussi, si l'exposition a été déplacée du lieu d'art vers, je sais pas moi, le Comic-Con, ce serait vrai. Non, ouais, j'adorerais. Ouais. C'est-à-dire que ça soit redéplacé à un endroit où du coup ce serait perçu. J'adorerais. Mais non. C'est pas mon réseau, mais effectivement, j'aimerais beaucoup parce que. Enfin, c'est vrai que de rencontrer des fans absolus au Comic-Con je pense qu'ils doivent être très cons. Ils sont dangereux, quoi. Vaut mieux le manga discuter des Watchmen que les gens du Comic-Con, je pense, qui viennent habillés en doctrine. Ils sont Et ça continue toujours, comment dire,
ça reste la ligne de travail principale. C'est-à-dire tout est Bah, absorbé par ça, ou est-ce qu'il y a des choses périphériques? Ouais, depuis 2 ans, oui. Enfin, ceci dit, là, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de monter un magazine, donc du coup, qui procède un peu du même principe, mais bon, ça n'a absolument rien à voir. Donc, mais effectivement, mon travail artistique, il tourne pour l'instant autour des Watchmen, mais parce que en réalité, ça ne tourne pas qu'autour des Watchmen, c'est juste un procédé voilà, fictionnel. Et mais du coup, est-ce que c'était en 2004 vous avez 2005 les Watchmen. Est-ce que le, non, est-ce que le film... en 2012, les Watchmen. Oui, non, mais votre... oui, est-ce que le film, par exemple, ou la nouvelle série Before Watchmen, ça a influencé d'une certaine manière le travail? Est-ce que vous êtes allé voir là? Est-ce que ça a gêné un peu la progression du projet d'avoir des trucs dans les pattes? Il est sorti avant que je fasse mes premières pièces, et peut-être parce que visuellement, c'est vrai qu'il est très fort ce film. Après, par rapport à la BD, bon, il est quand même c'est un peu en deçà, mais visuellement, le principe au début, rien que le générique avec toute la presse et ainsi de suite, peut-être d'une certaine manière, oui, ça. Et puis l'incarnation en vrai des personnages aussi, leurs costumes qui sont quand même assez bien réalisés dans le film. Et Before Watchmen, du coup? Et Before Watchmen, c'est. Je vois les. Des coupes. Tu parles quoi du comics? Du comics en fait, je les aime, mais j'ai pas trop. Je trouve pas super bien. Ça n'a pas d'influence particulière. C'est juste avant, quoi. Il n'y a pas de. C'est juste en fait, j'ai lu cette BD. Et ça m'a paru évident que la manière qu'il avait de réfléchir, là en l'occurrence c'est plutôt les années 80, mais à parler de politique d'une manière aussi profonde via des personnages, c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse en fait. D'accord. Voilà. Après, je lui ai un peu... ma première installation, je l'ai faite autour de lui, et après au fur et à mesure, c'est vrai que je m'en écarte de plus en plus. Pourquoi la forme du cabinet de curiosité est si nostalgique dans la référence au début de la muséographie? Enfin, ça pourrait suivre le temps aujourd'hui de présentation de ces choses-là. Pourquoi il y a cette nostalgie? Parce qu'il y a pour le coup, il y a parce que quand pour le Palais de Tokyo, j'avais envie de montrer un peu les ruines un peu d'un monde déchu qui aurait disparu. Voilà, à ce moment-là, j'en étais à là. J'avais envie de faire comme si cette dynastie, qu'on ne lui donne pas tellement d'époque. Donc là, vous pourriez dire, justement, d'en donner, mais finalement, d'utiliser comme ça des techniques de vieux musées, je trouve que ça rendait toutes ces archives, ces fausses archives intemporelles. Et on avait vraiment l'impression que ça appartenait au passé, mais on ne savait pas trop quel passé c'était, il y a 20, 30 ans, 50 ans, un siècle, 2 siècles. Et donc du coup, j'avais envie de garder ça, un peu l'idée d'un musée poussiéreux où on découvrirait comme ça des éléments comme ça d'un monde, à la fois, pareil, un puzzle comme ça, les ruines de ce monde, dans lequel il y aurait des super-héros hyper étranges. Mais voilà, c'était ça ma logique. Mais je comprends cette question, parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Oui. Est-ce que vous êtes un peu inspiré de Franco Berta avec sa série sur Fauna? Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Catalan? Je ne sais plus du tout. Non, j'entends pas. Je ne sais pas ce que c'est la tête, je ne me rappelle pas, mais on a travaillé dessus au lycée. C'est un artiste qui c'est exactement le même principe, mais en fait, il a recréé des chimères, des fausses photographies. C'est l'artiste contemporain catalan. Ah oui, d'accord, si, d'accord. Voilà, et je trouvais que c'est l'idée m'avait plu, et on retrouve un peu là-dedans avec des faux témoignages, des faux écrits, des faux journaux. Je trouvais que c'était intéressant, et du coup, je ne sais pas s'il y avait un lien ou pas. Il n'y a pas un lien direct, mais oui, mais effectivement, je trouve ça super. Et là, dans votre travail, ce qui apparaît en filigrane, surtout quand on voit là le masque que vous avez créé autour d'un dictateur, c'est que finalement les dictateurs ont cette volonté de s'incarner presque proche du super-héros et de recréer à travers ça toute une histoire fausse, présentée d'ailleurs culturellement, même sous forme de musée, etc. Et ça, c'était très
c'est ce lien entre le réel et puis là vous avez apporté quelque chose d'autre en allant chercher l'imaginaire d'un créateur de bande dessinée, mais le vôtre il est aussi là. Alors, j'ai pas vraiment de questions. Mais oui, je confirme. Est-ce que vous faites un lien direct? Parce que là, vous êtes en train de recommencer à faire des liens avec ce premier travail. En fait, du coup, moi, oui, enfin, c'est comme j'adore l'actualité et que voilà, c'est des espaces qui m'intéressent, donc du coup, oui, ça me permet de refaire exister aussi ça à travers mes personnages. Je réponds à votre question. En fait, comme j'ai pas trop compris. Non, je suis désolée. C'est un point aussi, c'est intéressant. Est-ce que vous avez envie d'être dictatrice? Non, mais en tout cas que ça aborde la puissance, ou le fantasme de puissance. Ça, c'est sûr que c'est ce qui est en jeu chez tous ces personnages. Parce que la figure du vigilante, elle est aussi très discutable. Enfin, d'ailleurs, il y a eu, c'est aussi un sous-genre cinématographique. Et ça s'approche aussi un peu de la notion de dictateur, d'extrême droite, enfin, d'idées comme ça. Et c'est en ça que les personnages d'Alan Moore, ils sont aussi extrêmement ambigus, mais lui-même, il les veut comme ça. C'est vraiment les anti-héros. C'est l'inquiétude du peuple de New York. Who watches the Watchmen. Ouais, exactement. Si les Watchmen nous protègent et nous surveillent, qui les surveille? Eux. Eux. Exactement. Et effectivement, on peut tout à fait imaginer comment ils en viendraient à devenir dictateurs dans une petite république instable où, voilà, grâce à leur stature comme ça de super-héros, on aurait une république où l'URSS aurait imaginé qu'il serait parfait dans un rôle de président. Oui, c'est Poutine. Voilà. Je me posais la question aussi par exemple, j'ai pensé à Jim Shaw dans les fabrications de religion. Pourquoi à un moment donné l'artiste a besoin de se produire des narrations ou carrément des histoires entières pour arriver à produire. Lui, c'est une forme de maladie pour produire de l'image, de questionner l'histoire de l'image américaine. Et là, on se questionne sur est-ce que c'est pas juste pour raconter des histoires, c'est le rapport à la forme à un moment donné, est-ce que c'est si essentiel, Après, c'est vrai que peut-être que moi je suis plus fascinée par la littérature et par la BD, donc le rapport comme texte-image, que l'art. Mais ce que je trouve intéressant, cette démarche, si j'ai décidé de fabriquer des objets, c'est de donner corps en fait aussi à tout ce monde qui se construit et comme ça, qu'il y ait cette ambiguïté entre, voilà, après moi c'est présenté comme ça, mais en même temps quand on va au Palais de Tokyo, si on lit pas le cartel, on se demande ce que c'est, il y a quand même à chaque fois les cartels sont chroniques, donc du coup on peut aussi imaginer avoir vraiment une sculpture du XVIe siècle par exemple, et cette ambiguïté elle marche beaucoup mieux dans un espace d'exposition avec des objets qui incarnent quelque chose qui ressemble au réel, qu'un roman ou une BD où là tout est dit dès le début en fait, on va lire un roman, voilà, donc en ça je trouve ça, parce qu'effectivement je pourrais aussi écrire et faire de la BD. Bon, après en l'occurrence faire de l'art c'est mon métier, mais je trouve que de faire déplacer ça dans les musées, ça donne corps aussi d'une autre manière, et qui n'est pas que du décor de cinéma, c'est pas vrai, parce que tout ça c'est quand même beaucoup plus incarné. Déjà un décor de cinéma, il y a le New York Times, il serait totalement blanc, là ça raconte des histoires, et donc du coup on peut les lire, mais aussi on peut les voir, il y a un film, et aussi il y a une sculpture, et on est plongé à l'intérieur dans une narration qui se construit au fur et à mesure. En tout cas c'est mon but, je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est ce que j'essaie de faire. On a vraiment l'impression de rentrer dans ce monde. Excuse-moi, je voulais savoir si justement la forme que ça prend, est-ce que c'est lié au fait que dans la BD en elle-même, il y ait aussi des articles de journaux, des couvertures dedans. Ouais, c'est possible, puis ça, je pense que ça m'a largement influencé.
Et puis l'article de presse, c'est une manière de parler de 1000 choses de manière assez rapide. Et ça, un New York Times, c'est réel. Enfin, on se dit, voilà, aujourd'hui j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le monde, je lis un journal. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait, c'était d'utiliser un élément qui fabrique le réel et de le détourner sous biais de fiction, parce que ça devient vraiment une œuvre de science-fiction en réalité. Les romans, enfin les écrivains et ainsi de suite, ils l'ont écrit vraiment comme de la science-fiction. Ça se lit comme on pourrait lire un roman. Mais quand même avec un format article, une manière d'écrire journalistique, c'est quand même... voilà. Et excusez-moi, mais donc c'était empilé comme ça et relié ouais, avec et aussi... Et du coup on pouvait le prendre aussi voilà, et j'en ai apporté d'ailleurs, je pourrais si vous voulez jeter un coup d'œil. Et pour mes étudiants, j'en ai aussi, je vous en donnerai. Et, ah oui, voilà, parce que justement, ce qui m'intéressait là, c'est que par exemple, le format du musée, par exemple, ou je sais pas, ou le module du Palais de Tokyo, c'est quand on rentre au Palais de Tokyo, on est dans la rue, on rentre dans le Palais de Tokyo, on paye sa place, on sait qu'on va être confronté à des choses, qu'elles soient fictionnelles ou pas, mais est-ce que le travail à un moment, il peut pas être déplacé, je sais pas moi, dans une fourgonnette, dans un petit patelin, et vous donner un fanzine qui parle de ça? Ouais, ça pourrait. C'est-à-dire, est-ce que la contamination de ce projet peut être faite en dehors? Mais déjà qu'on puisse transporter le New York Times chez soi, c'est déjà, ça participe déjà de ce cheminement, je veux dire. Mais le jour où j'ai donné le New York Times à l'un des illustrateurs, il avait rendez-vous, parce qu'il est illustrateur, donc il dessine pour beaucoup de journaux, dont le New York Times, et il avait rendez-vous avec quelqu'un du New York Times, et il l'avait à la main comme ça, il lui a dit « Ah, mais c'est quoi celui-là? Mais je ne l'ai pas lu encore !» Et après, bon voilà, il a compris que c'était un faux, mais voilà, c'est vrai que c'est marrant, quoi, la contamination, l'aspect... Mais c'est vrai que ça reste quand même dans un champ, pour l'instant, art. Là, je suis en train de travailler sur un documentaire, et voilà, qui intégrerait les Watchmen. C'est encore autre chose. Plus complexe d'ailleurs. Et du coup là, ça sera moins dans le champ de l'art. Ça génère l'envie de participer. C'est certainement ce qui fait les collaborations. Comme on sent que vous ouvrez sur tous les champs qui prêtent à démarrer, on sent que c'est une histoire plus grande que ce que... Qu'est-ce que je suis capable de faire ouais, même que ce que vous déclenchez. Et c'est vrai que ça, même la manière de parler des gens, et tout le monde projette son truc des Watchmen, ou du moins de l'histoire qu'on peut associer. C'est un terrain de jeu en fait. Ouais, quand j'invite les gens, ils s'amusent avant tout en restant quand même dans une ligne, parce qu'il faut que ce soit cohérent. Mais bon, dans la vie, il y a combien de... 1 milliard de couches, voilà, de vie, d'événements, de destinées, voilà, de pays, à l'intérieur d'un pays, et ainsi de suite. Enfin, ça, donc du coup, le monde est tellement multiple. Effectivement, ce genre de projet, ça amène à 1 milliard d'histoires. Et pour que ce soit intéressant, il faut qu'elles se construisent collectivement. Voilà, c'était un peu ma conclusion. Déjà parce que ça la permet d'évoluer plus vite, et aussi parce que du coup ça part dans 1000 sphères, et c'est ça qui est marrant et intéressant. Ceux qui veulent, on sert un petit apéritif dans la salle des profs, complètement au bout du patio là. Et les prépa 1, vous restez là, on discute 2 minutes avec Clotilde pour le programme.